Madame la directrice de recherche, Madame le professeur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, Martine Vessière vous présentera à la tribune, comme on fait dans le Soviet suprême chinois, mais le nouveau, pas l'ancien. Je suis donc heureux d'accueillir ce soir, dans notre salle multimédia, toute votre assemblée pour cette conférence dédiée, je tiens à le préciser, qu'il n'y ait pas d'erreur, aux mathématiques chinoises. Si vous vous êtes trompé, il est encore temps de repartir. Je tiens sincèrement à remercier Karine Dreyfus, professeure de mathématiques au Collège Victor Hugo, venue ce soir avec ses élèves. C'est à son initiative que nous avons invité ce soir Karine Chemla, grande spécialiste des mathématiques en Chine. Comme vous avez pu le lire sur la courte biographie que l'on vous a distribuée, Madame Chemla est directrice de recherche au CNRS et à l'Université Paris-Diderot, conjuguant sa formation de mathématicienne à l'étude de l'histoire des mathématiques et de la sinologie. Au nom de la ville d'Issy-Moulineaux, permettez-moi de vous remercier sincèrement de votre présence parmi nous ce soir. Vous le savez peut-être, notre ville est en quelque sorte un spécialiste également des sciences en Chine à travers la figure de Matteo Ricci. Nous avons en effet consacré un entretien en 2010 à ce jésuite italien, originaire de notre ville jumelle de Macerata, à l'occasion des 400 ans de sa mort. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est-ce possible, Matteo Ricci est un lettré du XVIe siècle, à l'origine du premier dictionnaire entre une langue occidentale et la langue chinoise. C'est le premier Européen à être invité à la cour impériale, le premier à créer un réel pont entre les sciences de ces deux régions du monde. Il introduit en effet en Chine la géométrie sphérique, l'horlogerie, et il enseignera les sciences au fils préféré de l'empereur. C'est donc en digne héritière de Matteo Ricci que vous allez ce soir, Madame Chemla, nous parler de la tradition mathématique en Chine. Si l'image du boulier pour le calcul nous vient immédiatement à l'esprit, on peut se demander quelles autres spécificités sont propres aux mathématiques chinoises et quelles différences nous pouvons noter avec nos mathématiques occidentales. Madame Chemla, je vous laisse la parole pour nous présenter votre brillant éclairage sur ces questions. Mais un petit peu avant, Madame Vessière va vous présenter, comme on dit, la tribune. Merci, Madame la directrice. Merci, Monsieur le maire. Donc, à la tribune, juste à ma droite, Karine Dreyfus. Je pense qu'un certain nombre de jeunes qui sont là dans la salle, et ça, c'est plutôt plaisant, doivent la connaître. Tout le monde connaît son professeur, n'est-ce pas? Et puis, Catherine Deneuve-Devel, qui est principale du collège La Paix. Et nous avons... Voilà, avec des élèves également du Collège de la Paix. Nous devons avoir d'autres personnes de collège à l'intérieur de cette salle. Merci de leur présence. Alors, que dire des mathématiques? Je vois que vous êtes venus quand même assez nombreux, que ce n'est pas un sujet qui a effrayé quelques habitués. C'est parfait. Alors, vous connaissez des mathématiques, surtout, on va dire, l'idée occidentalisée que nous nous en faisons. Vous avez tous retenu quelques noms, par exemple Euclide, 300 ans avant Jésus-Christ, Thalès, encore bien avant, 600 ans à peu près avant Jésus-Christ, et puis vous avez retenu peut-être Aristote, certes philosophe, mais inventeur de la logique, qui systématisa les syllogismes. Il a probablement côtoyé Euclide d'ailleurs. Au début de notre ère est arrivée la logique des stoïciens avec ses propositions, ses implications qui jouent un si grand rôle. Vous savez tous que tout cela a été complété au cours des siècles, mais en tous les cas, ces premiers mathématiciens ont certainement marqué notre façon d'analyser des raisonnements et de construire des raisonnements déductifs. Les 9 chapitres sur les procédures nées en Chine au début de notre ère présentent les mathématiques sous un autre angle, 246 problèmes en 9 chapitres pour dégager des analogies de procédures, alors que nous sommes régulièrement dans des raisonnements déductifs dans notre monde. Madame Chemla, vous avez assuré la traduction en français de cet ouvrage ainsi que son analyse critique. Voilà pourquoi nous sommes ravis de vous entendre sur ce sujet ce soir.
Je suis impressionnée par cet accueil, par M. Santini qui est si cultivé en ces matières d'Asie, et par tous ses collègues et ce public qui, malgré l'heure et malgré le sujet a priori, à première vue, ardu, s'est déplacé. J'espère que nous aurons un échange qui justifiera le fait que vous ayez pris ces heures pour être avec nous ce soir. Mathématiques en Chine ou mathématiques chinoises? Quand on parle de mathématiques chinoises, on donnerait l'impression qu'il y a un type de mathématiques qui est spécifique de la Chine et qui serait à opposer à des mathématiques, disons, européennes ou des mathématiques d'ailleurs. Ce n'est, pour ma part, pas en ces termes que je pose la question. Les mathématiques que nous connaissons, celles que nous apprenons par exemple au lycée, ces mathématiques sont en fait totalement internationales. Elles ont des racines en Mésopotamie, elles ont des racines en Égypte, elles ont des racines en Inde, en Chine, dans le monde arabe. Autrement dit, ces mathématiques, elles viennent de partout. Et les mathématiques qui ont été faites en Chine, c'est une partie des mathématiques que nous avons apprises à l'école, au lycée, à l'université et au-delà. Et pourtant, quand on observe, ce qui est mon cas, la manière dont on a fait des mathématiques en Chine ancienne, on se rend compte que différents groupes humains ont mis au point différentes manières de faire des mathématiques. Et ce que j'essaye de comprendre dans mon travail, c'est comment il est possible qu'on ait fait des mathématiques de façon différente, par exemple dans la bureaucratie chinoise, par exemple chez les marchands chinois, par exemple chez les couturiers chinois. Comment on a fait des mathématiques de façon différente et pourtant comment ces mathématiques ont été partagées par l'ensemble de l'humanité au point que les connaissances que nous apprenons aujourd'hui comportent une part des mathématiques faites en Chine. C'est cette tension, c'est ce paradoxe qui m'intéresse quand je m'intéresse à la manière dont on fait des mathématiques en Chine. Qu'est-ce que ça veut dire faire des mathématiques de façon différente? Et comment se fait-il qu'en faisant des mathématiques de façon différente, on obtienne malgré tout des résultats qui soient partageables? C'est ça la question à laquelle je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui. Pour le faire, je vais retourner aux sources de notre savoir sur les mathématiques en Chine. Ces sources datent de la période de l'unification de l'Empire chinois. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de ces soldats en terre qui ont été enterrés par milliers avec le premier empereur, celui qui a fondé la première dynastie qui unifiait l'Empire chinois, l'empereur Qin, le premier empereur. Vous êtes allé à Xi'an, là où il se trouve enterré, pour certains d'entre vous? Pas encore, mais vous en avez entendu parler. Je dis souvent que c'est un homme qui a fait un des plus grands coups de publicité de l'histoire de l'humanité, parce qu'avec ses milliers de soldats, peu d'entre nous avons échappé à la nouvelle de son existence. Alors, il fonde l'Empire chinois, nous sommes à la fin du IIIe siècle avant notre ère, et surtout, il met sur pied quelque chose que nous associons très volontiers à la Chine, à savoir la bureaucratie. Des bureaux administratifs maillent l'Empire, des fonctionnaires sont distribués sur tout le territoire et vont s'occuper de gérer l'Empire.
Bureaucratie, formation des bureaucrates. On commence avec cet empire chinois qui va bientôt renverser ce premier empereur Qin pour laisser la place à une nouvelle dynastie, la dynastie Han. Si vous ne deviez retenir qu'une dynastie de l'histoire de Chine, c'est bien la dynastie Han, H-A-N, que vous devriez retenir. Vous avez la manière dont ça s'écrit tout à fait en haut. Donc, 20 ans après que cet empereur Qin a unifié la Chine, il est renversé, et c'est la dynastie Han qui est établie. Bureaucratie continue, et c'est avec cette bureaucratie qu'on va assister à la mise au point de traités de référence dans tout un ensemble de domaines du savoir. Premier domaine du savoir, tous ces écrits qu'on associe aux sages d'entre les sages, Confucius. Les classiques confucéens sont édités, mis au propre à ce moment-là, et ils vont devenir la base de la formation pour les bureaucrates. Mais c'est loin d'être tout. En fait, à la même époque, ce n'est pas seulement le savoir philosophique de la Chine qui va trouver ces classiques, ce sont également les sciences. Parmi les sciences, j'ai indiqué ici le Gnomon des Zhou, qui est un ouvrage de mathématiques pour l'astronomie, qui date sans doute du 1er siècle avant notre ère, qui est un ouvrage qui donne les fondements mathématiques pour établir le calendrier. Autre ouvrage de référence qui va être compilé à cette époque, ce livre dont nous parlions il y a un instant, les 9 chapitres sur les procédures mathématiques, qu'on hésite encore à dater, on ne sait pas très bien, du 1er siècle avant notre ère ou du 1er siècle après notre ère, et également le classique intérieur de l'Empereur jaune, dont on date la première référence du 1er siècle avant notre ère. Donc, tout un ensemble de domaines du savoir qui trouvent, avec la fondation de l'Empire, leur classique de référence. Des ouvrages auxquels, dans les siècles et les siècles à venir, les érudits reviendront, les ouvrages dont ils s'inspireront, des ouvrages où ils trouveront des méthodes de travail, un cadre de réflexion. J'ai cité parmi les sciences l'astronomie, les mathématiques, la médecine, mais ce que je dis est aussi vrai de l'histoire. C'est également sous la dynastie Han que sera écrite la première histoire qui sera considérée comme la première histoire officielle de la Chine. Et c'est également de cette dynastie que date le premier dictionnaire de caractères. Et pour faire un dictionnaire de caractères, vous pouvez l'imaginer, même si vous connaissez peu de caractères, le premier problème que l'on rencontre, c'est celui de... du nombre de traits. De la classification des caractères. Comment faire face à des milliers de caractères et les mettre en ordre de façon à ce qu'en compulsant le dictionnaire, on puisse retrouver les caractères. Et Xu Shen, qui est l'auteur de ce premier dictionnaire aux alentours de l'an 100 de notre ère, Xu Shen ne fait pas qu'un dictionnaire. Il fait de la linguistique, il décrit les modes de composition des caractères, il identifie que tous les caractères ont un radical, et c'est grâce à ces radicaux qu'il va classer les caractères en employant tout un ensemble de principes. Alors à quoi ressemble un ouvrage mathématique de la Chine ancienne? Je vous ai représenté ici la page qui ouvre le classique mathématique qui date, à mon sens, du 1er siècle de notre ère, d'autres le datent d'une période antérieure, les 9 chapitres sur les procédures mathématiques. Je vous l'ai dit,
pendant des siècles et des siècles, les érudits chinois viendront lire cet ouvrage, se former aux mathématiques dans cet ouvrage. Première chose, parce que c'est un classique, cet ouvrage va faire l'objet de commentaires. Tous les classiques en Chine font l'objet de commentaires. Les classiques confucéens font l'objet de commentaires, les classiques scientifiques également. Donc, Liu Hui, dont vous avez le nom ici, va faire un commentaire des 9 chapitres en 263. Quelques siècles plus tard, Li Chunfang revient à cet ouvrage et avec des collègues, il rassemble les 10 classiques de mathématiques, au nombre desquels 2 ouvrages que j'ai déjà mentionnés, le Gnomon Dezhou, les 9 chapitres sur les procédures mathématiques, certains commentaires classiques, d'autres classiques de mathématiques également, et il rassemble avec ses collègues un ensemble de 10 classiques de mathématiques qui deviendront des manuels dont la première université de l'histoire de l'humanité à avoir enseigné les mathématiques. C'était en Chine, au milieu du 7e siècle, en 656, très exactement. Pourtant, ce que vous avez ici sur la reproduction, ça ne date pas du 7e siècle, c'est une impression qui date de 1213. Une fois de plus, c'est la première impression d'un texte de mathématiques que nous avons conservé dans l'histoire de l'humanité. Première page des 9 chapitres sur les procédures mathématiques. C'est donc en 1213 un ouvrage qui a déjà 1200 ans, en gros. Et vous voyez qu'on l'imprime. Il est imprimé par la bureaucratie pour être diffusé largement. Et vous voyez qu'avec cette impression, on constate que toujours cet ouvrage fait l'objet d'un intérêt extrêmement vif, puisque ce sont les cercles officiels qui vont l'imprimer pour le diffuser largement. Pour ceux d'entre vous qui lisent le chinois, vous voyez en haut à droite le 9 de 9 chapitres. À l'époque, l'ouvrage s'appelle « Le classique mathématique en 9 chapitres ». Donc nous sommes en 1213, et à nouveau, si l'on doit imprimer un ouvrage, ce sera celui-là. C'est toujours le classique pour tout un ensemble d'érudits. Je voudrais vous montrer comment se compose le texte. Et pour ça, nous allons prendre une page qui est dans le premier chapitre et qui est une page qui est consacrée à l'addition des fractions. Alors vous voyez sur cette page des caractères qui sont un peu plus grands, d'autres qui sont un peu plus petits, qui sont en double colonne, et je vais vous montrer comment se compose le texte. Vous avez face à vous une page du plus ancien imprimé de l'histoire de l'humanité, qui soit un imprimé d'un texte mathématique. Regardez comment il est fait. Ici, vous avez le problème. Le problème dit, c'est en fait le dernier d'une série de problèmes qui demandent d'additionner des fractions. On a un demi. Pour ceux d'entre vous qui font du chinois, vous pouvez lire à nouveau, il y a un demi, Erfanji. Pour ceux d'entre vous qui savent lire un peu le chinois, vous voyez le 2. Fun, qui est le mot avec lequel on fait le partage, c'est le mot qui désigne la part. C'est avec ce mot qu'on va faire le terme de fraction. Ensuite, il y a 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes. Et la question est, si je mets toutes ces quantités ensemble, qu'est-ce que ça fait ? La réponse suit le problème, puis vient le nom de l'opération,
addition des fractions. Vous retrouvez, si vous connaissez un petit peu le chinois, vous retrouvez ce fun qui désigne les parts. C'est ainsi qu'on désigne les fractions en Chine ancienne. On met ensemble des parts. C'est le nom de l'opération que va commenter le commentateur du 7e siècle dont je vous ai parlé et dont je viens de colorier le commentaire. Vient ensuite l'algorithme. L'algorithme qui dit ce qu'on doit faire avec les numérateurs et les dénominateurs pour trouver la somme des fractions. Vous faites de plus en plus d'algorithmique à l'école. Vous apprenez comment, à partir de données et en suivant un ensemble d'opérations, on produit un résultat qui est le résultat cherché. Vous avez dans ce texte chinois, parmi les plus anciens textes de mathématiques qui s'expriment par le biais d'algorithmes qui sont abstraits et généraux. Si vous lisez le chinois, vous verrez que dans cette dernière partie du texte que je viens de recouvrir, il n'y a pas de chiffres, donc on ne reprend pas les valeurs numériques de l'énoncé. Vous ne voyez que les termes dénominateurs. Dénominateur, c'est la mère, mu. Vous voyez également le terme pour numérateur. Un numérateur, c'est l'enfant, zi. Et vous voyez des noms qui renvoient à des opérations qu'il faut faire sur les numérateurs et les dénominateurs pour produire la somme. Et vient ensuite cette dernière partie du texte qui est le commentaire de Liu Hui. Si vous vous rappelez, c'est celui qui a écrit un commentaire en 263. Commentaire particulièrement important car c'est un commentaire qui démontre systématiquement que les algorithmes que l'on trouve dans les 9 chapitres sont des algorithmes corrects. En fait, dans l'histoire de la démonstration, on peut identifier, je dirais, 2 grands courants. Il y a les groupes de mathématiciens qui visent à démontrer que des théorèmes sont vrais. Vous pouvez penser, on l'a évoqué tout à l'heure, au théorème de Thalès. On peut établir que ce qu'énonce le théorème de Thalès, c'est vrai. Ce que vous allez trouver en Chine, ainsi que dans d'autres endroits de la planète, c'est une autre forme de démonstration. C'est une démonstration qui va porter sur les algorithmes, et ce qu'elle vise à établir, c'est que l'algorithme produit le résultat cherché et pas autre chose. J'avais des fractions, je les ai mises ensemble. L'objectif de l'algorithme qui additionne les fractions, c'est d'évaluer la quantité que j'ai formée en mettant les fractions ensemble. J'avais des demi, j'avais des tiers, j'avais des quarts, c'était des parts de tailles différentes. J'ai mis tout ça ensemble. Quelle est la fraction qui peut énoncer cette quantité ? L'algorithme va dire, vous prenez tel numérateur, vous le multipliez à tel dénominateur, vous multipliez les dénominateurs, et vous faites des sommes, vous faites cette opération, vous avez la fraction qui mesure la quantité que j'ai obtenue en mettant toutes les fractions ensemble. Il démontre que le résultat est correct au sens où le résultat est bien la somme que je cherchais à obtenir. Donc c'est en ce sens-là que nous avons un type de démonstration dans ces textes particuliers. Ce sont des démonstrations qui vont systématiquement établir que les algorithmes qui forment le classique sont corrects. Et donc maintenant, je vous remontre la page sans plus de couleurs, et vous voyez maintenant ces différentes parties qui sont très faciles à identifier visuellement une fois qu'on vous a expliqué morceau par morceau ce qui se trouvait dans le texte.
La thèse que je voudrais vous présenter, c'est une thèse sur l'origine de ces mathématiques. Pour moi, ces mathématiques ont été faites dans les milieux de la bureaucratie. En fait, cette thèse est assez facile à établir pour une raison très simple. La majeure partie des documents qui nous sont parvenus de la Chine ancienne, ce sont les documents qui ont été produits par les bureaucrates. Les bureaucrates produisent du papier. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de nouveau sous le soleil. Les bureaucrates produisent du papier et ils conservent les papiers. Donc tout ce qui a été produit dans les cercles de la bureaucratie, tout ce qui a été reproduit, on a vu une impression par les cercles de la bureaucratie, avait une chance beaucoup plus grande de survivre pour des documents qui ont 2000 ans d'âge que d'autres types de documents. Donc, ces 9 chapitres, ils ont été sans doute produits dans les milieux de la bureaucratie. Et ils ont certainement été produits en relation avec les besoins des bureaucrates. Les bureaucrates avaient besoin de mesurer des surfaces de champs qu'ils devaient donner à des foyers, que des foyers devaient exploiter. Ils devaient prélever l'impôt sur les grains que récolteraient ces foyers. Les bureaucrates devaient financer les bureaucrates, calculer des payes donc. Les payes à l'époque en Chine étaient distribuées en grains. Ils avaient donc tout un ensemble de tâches à effectuer qui requéraient des mathématiques. Et nous allons voir que dans les mathématiques de la Chine ancienne, ces ouvrages que nous avons conservés, la présence des tâches que devait effectuer la bureaucratie est extrêmement importante. Donc nous avons des mathématiques qui adhèrent à un appareil bureaucratique et qui permet de réaliser un ensemble de tâches que devaient affronter les bureaucrates. Mais, et c'est ça le point le plus important, certes, certaines de ces mathématiques étaient utiles et même vitales à l'Empire, mais les auteurs de ces textes de mathématiques ont été au-delà de ce qui était utile à la bureaucratie, et nous allons voir qu'ils ont développé des concepts mathématiques, des idées mathématiques qui étaient absolument inutiles pour les tâches immédiates des bureaucrates. Et nous allons donc voir un mixte dans les 9 chapitres, un mixte de problèmes utiles aux bureaucrates et de développement abstrait. Pour le plaisir, pour la beauté, nous ne saurons jamais des mathématiques. Ce que nous pouvons dire simplement, c'est qu'ils ont été au-delà, et je voudrais maintenant vous le montrer. Pour vous le montrer, je vais m'arrêter un moment sur le contenu de ces 9 chapitres. Vous n'êtes pas surpris de retrouver dans le premier de ces chapitres l'arithmétique des fractions. On a évoqué l'addition des fractions. En fait, toutes les opérations sur les fractions sont traitées dans ce premier chapitre. Je dois vous dire que ceci est l'un des premiers documents de l'histoire de l'humanité où l'on trouve des fractions du type numérateur, dénominateur. Vous allez me dire, mais enfin, une fraction, c'est un numérateur et un dénominateur. Eh bien non, pas forcément. Et la preuve en est qu'en Égypte, bien avant la Chine d'ailleurs, depuis 4000 ans, avant aujourd'hui, donc il y a 4000 ans, on avait en Égypte une autre idée de fraction. C'était une fraction sans numérateur ni dénominateur. Et en fait, on travaillait avec ces fractions de façon différente de ce que vous avez pu apprendre à propos des fractions. L'humanité a donc fait au moins 2 idées de fraction.
une idée dont on date l'origine d'Égypte, une idée qui nous vient d'Asie. D'où exactement, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les documents les plus anciens sont chinois. Le concept égyptien de fraction, qui est d'ailleurs devenu le concept grec de fraction, nous avons des papyries grecs qui comportent des calculs et qui reprennent le concept que l'on trouve en Égypte il y a 4000 ans. Donc ce concept de fraction a été anéanti par le concept de fraction numérateur-dénominateur, tant et si bien que pour vous, la fraction, bien entendu, c'est un numérateur et un dénominateur. Mais c'est simplement parce que l'une des solutions au problème que visent à régler les fractions, cette solution qui a été faite en Asie était beaucoup plus simple de manipulation. Et donc, elle a anéanti l'autre concept de fraction, dont on ne peut plus parler aujourd'hui qu'en la munissant d'un numérateur et un dénominateur pour la comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne comprenons tellement plus les fractions qu'avec un numérateur et un dénominateur que nous sommes obligés de passer par là pour comprendre le concept égyptien. Donc, une remarque en passant, l'humanité ne fait pas qu'une seule solution pour un problème, elle peut en faire plusieurs. Parfois, l'une des solutions éliminera l'autre. Dans d'autres cas, l'une des solutions va s'articuler à l'autre pour donner un objet mathématique plus riche que chacun des deux avant qu'ils ne soient articulés l'un à l'autre. Chapitre 1 toujours, beaucoup d'air. Je vous l'ai dit, les bureaucrates avaient besoin de mesurer des airs. L'aire du cercle, on commence déjà à se dire qu'il y avait sans doute assez peu de champs qui étaient circulaires et que déjà, si on s'intéresse à mesurer l'aire d'un cercle, on est déjà en train de faire des mathématiques qui ne sont pas forcément très pratiques. Mais nous allons revenir à cette question. Chapitre 2, règle de 3, présentée dans le cadre des équivalences entre grains. Ce chapitre 2 est particulièrement terrifiant à traduire. Il commence par une liste d'une vingtaine de grains différents. Alors pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas grand-chose aux grains, ça a été un véritable défi à traduire. Pourquoi tant de grains? Je vous l'ai dit, l'impôt était prélevé en grains, les fonctionnaires aussi étaient payés en grains. Donc les greniers, c'était les banques à l'époque, et la gestion des greniers était l'équivalent de la gestion des portefeuilles. Quand on payait un fonctionnaire, il fallait choisir en quel grain on allait le payer, et il fallait donc avoir des équivalents qui sont un petit peu les équivalents des cours entre les monnaies. On le payait en euros ou on le payait en dollars, et on avait, sauf que l'euro c'était par exemple le millet et le dollar le blé, et il fallait faire les bonnes conversions pour le payer. Chapitre 3, partage inégal. Des bureaucrates dans une hiérarchie, il y en a qui sont au top de la hiérarchie, il y en a qui sont un peu moins haut. Et quand on va partager, par exemple, un cerf qu'on a eu à la chasse entre tous ces fonctionnaires, on va faire des parts qui vont refléter l'importance de ces fonctionnaires. Chapitre 4, vous avez peut-être appris, sans doute pas parce que c'est passé de mode, je crois, l'extraction de la racine carrée. Si vous avez envie de l'apprendre, vous pouvez vous reporter au classique chinois. Extraction de toutes sortes de choses, volume de la sphère, etc. Chapitre 5, volume des travaux publics, volume des greniers. Je saute, chapitre 8, système d'équations linéaires, un chapitre que vous avez sans doute commencé à traiter, mais que vous allez continuer à traiter. Et enfin, chapitre 9, le théorème dit de Pythagore, sauf que Pythagore, c'est un nom un peu grec, et vous ne vous étonnerez pas qu'en Chine, on l'appelle peu théorème de Pythagore, comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est plutôt Gogu Diengli. Voilà. Alors, je vous ai fait passer très rapidement à travers cette table des matières, et vous avez vu que
dans cette table des matières, si on peut la revoir, vous avez vu que j'ai mis certains thèmes en lettres ordinaires, d'autres thèmes en lettres italiques, des troisièmes thèmes, je les ai marqués en gras, et des quatrièmes thèmes, je les ai soulignés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais y revenir dans un instant, mais avant d'y revenir, ce sera la thèse qui est la mienne sur la manière dont ces 9 chapitres, la manière, je dis bien, adhèrent au milieu de la bureaucratie. Avant de venir à cette thèse, je voudrais vous montrer quelque chose qui va vous faire toucher du doigt la particularité de ces mathématiques. Tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ce sont des mathématiques terriblement ordinaires. Vous avez appris ça de toute éternité et rien ne vous choque, ce sont des sujets de mathématiques complètement ordinaires. J'ai fait allusion au fait que les fractions nous venaient sans doute d'Asie. Il y a quelque chose d'autre qui nous vient d'Asie, quelque chose qui est à la base de ces 9 chapitres et dont ces 9 chapitres parlent peu, quelque chose qui va nous mettre sur la piste d'une singularité des mathématiques dont nous avons connaissance par les 9 chapitres. En effet, les 9 chapitres reposent sur un système de numération positionnelle décimale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un système décimal? C'est facile, la base est 10, pas de problème. Positionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que nous allons saisir une particularité de cette manière de faire les mathématiques. Positionnel, ça veut dire que quand je place 1 à gauche de 2, le tout à gauche de 3, j'ai écrit 1, 2, 3, et le 1, il veut dire 100 à cause de la place à laquelle je l'ai mis dans l'écriture du nombre. En fait, dès le 1er siècle en Chine, nous avons un système positionnel décimal. Et je vais vous montrer comment il était sans doute écrit. Je vais utiliser ma souris, je pense que vous voyez ici, oui, voilà. Donc ici, je vous projette un texte du XIIIe siècle, qui est un texte qui donne à voir les nombres tels qu'on les écrivait en Chine depuis au moins le 1er siècle avec des baguettes. Donc vous voyez ici, par exemple, ou ici, vous avez des baguettes verticales. À côté, vous avez une baguette horizontale, encore à côté verticale, encore à côté horizontale, verticale. Donc en fait, on faisait des chiffres avec des baguettes, et sans doute pour éviter que les chiffres ne se mélangent, on changeait l'orientation des baguettes d'un chiffre sur l'autre. Au 1er siècle, au temps des 9 chapitres dont je vous parle, on représente ces nombres avec des baguettes sur une surface sur laquelle on fait des calculs. Puis, aux alentours du Xe siècle, on commence à représenter ces baguettes dans les livres. En fait, les chiffres que nous appelons arabes ont connu exactement la même histoire. C'était des chiffres qu'on dessinait sur la poussière pour calculer, mais quand on reportait le résultat du calcul dans l'ouvrage, on écrivait en toutes lettres comme nous écrivons sur les chèques. Donc en fait, les baguettes, comme les chiffres arabes, c'était des outils techniques pour le calcul, et c'est dans un deuxième temps, dans le monde arabe sans doute à peu près au XIIe siècle également, qu'on incorpore des représentations de ces outils techniques dans les ouvrages. Mais restons sur cette idée de position. J'utilise la position ici du 1
pour indiquer que ce 1 ne veut pas dire 1, mais veut dire 100. Ce qui est important, c'est qu'en fait, en Chine, on a développé de façon extrêmement importante cette idée qu'on pouvait utiliser la position pour représenter des objets mathématiques et pour travailler avec eux. On a, avec ce système positionnel décimal, quelque chose de très ordinaire, quelque chose que nous utilisons tous de par le monde, quelque chose qui vient de Chine ou d'Inde. Nous ne le savons pas, peut-être nous ne le saurons jamais, mais il y a une spécificité en Chine, c'est que cette idée qu'on pouvait utiliser de façon mathématique la position, elle a été énormément développée. Alors, je vais vous le montrer en plusieurs photos. D'abord, j'ai élargi les deux types de nombres que je vous montrais tout à l'heure. Donc vous avez à droite, ici, un -4. Vous voyez 4 baguettes verticales qui sont barrées par un trait oblique. À l'époque, on note ainsi les nombres négatifs. Et donc, nous avons ici le -4 qui est au-dessus de 5120. Et vous voyez que dans ce texte du XIIIe siècle, il y a un petit cercle pour représenter le 0. Donc, vous voyez 5 baguettes verticales, une baguette horizontale, 2 baguettes verticales et un 0. Et vous avez plus ou moins le même principe pour cette colonne de nombres. Ce que je vous ai montré ici, c'est que quand il y a un chiffre qui est au-delà de 5, on va utiliser une baguette dans le sens orthogonal pour indiquer le 5 et on va mettre le nombre d'unités en plus au-dessus. Bien. Alors là, ce sont pour l'instant, ce que je vous ai montré, pour l'instant, nous sommes avec des nombres qui sont écrits en exploitant la position. Mais regardez ce qui se passe dans ce texte. En fait, dans ce texte, nous avons des équations linéaires, un système d'équations linéaires. En fait, il est là, vous voyez. Il est ici, dans le carré que je suis en train de dessiner avec ma souris. Vous avez un système d'équations linéaires avec des coefficients positifs, négatifs, certains coefficients nuls. Vous avez un système d'équations linéaires qui est écrit lui aussi en utilisant la position. Alors j'ai donné un exemple très simple ici pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Au lieu d'écrire une équation de façon horizontale comme nous faisons, vous savez qu'en Chine on écrit verticalement, donc l'équation elle va se retrouver verticalement. En fait, la première équation est dans la colonne de gauche et la deuxième est dans la colonne de droite. Et vous voyez que tout ce qui correspond à x est rangé dans la première ligne, tout ce qui correspond à y est rangé dans la deuxième ligne, et tout ce qui correspond au terme constant est rangé dans la dernière ligne. Et en fait, l'algorithme va utiliser ces positions pour se dérouler. Donc il y a une représentation des systèmes de nombres, et ensuite l'algorithme va utiliser ces positions. Je reviens à ces colonnes de nombres que je vous montrais. En fait, ce que vous avez ici, ce sont des objets mathématiques que pour certains d'entre vous, vous avez déjà vus, pour d'autres, pas encore. Vous avez en fait un polynôme et une équation. Et en fait, ce polynôme et cette équation, ils sont eux aussi écrits en utilisant la position pour représenter l'objet mathématique. Donc vous voyez que sur des siècles, cette même idée a été poursuivie. Et c'est une idée qui caractérise les mathématiques que l'on trouve en Chine. Donc avec ce petit trait, je vous montre une particularité des mathématiques qui ont été produites en Chine, une particularité que l'on retrouve entre le 1er siècle et le 14e siècle, et qui montre qu'il y a dû y avoir une manière de travailler les mathématiques qui a produit cet emploi de la position de façon systématique. Ça, c'est pour la particularité, mais je vais maintenant
revenir à la thèse que je vous ai annoncée. Cette thèse, selon laquelle les 9 chapitres adhèrent au milieu de la bureaucratie, sans être limités aux problèmes pratiques, et je vous ai dit que j'allais esquisser la manière dont ces 9 chapitres adhéraient au milieu de la bureaucratie. Pour faire cette démonstration, je vais vous emmener dans un monde tout à fait différent. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que d'un type de documents qui nous permettent de connaître les mathématiques de la Chine ancienne. Ce sont les documents qui ont été transmis de génération en génération. C'est parce que pendant des générations et des générations, on a considéré les 9 chapitres comme un classique, comme un ouvrage vénérable, vénéré, que cet ouvrage nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui dans cette transmission de génération en génération. Depuis quelques dizaines d'années, pour simplifier l'histoire, nous avons d'autres documents qui nous renseignent sur les mathématiques de la Chine ancienne. Ces documents nous sont produits par l'archéologie. Les bureaucrates n'ont pas gardé tous les papiers qu'ils ont produits. Parfois, ils les ont mis dans des poubelles. Et par bonheur, certaines de ces poubelles sont parvenues jusqu'à nous. Pardon. Voilà un morceau de bois qui sort d'une poubelle de bureaucrate et qui comporte une table de multiplication. Ce bureaucrate a sans doute fait un examen avec la table de multiplication 9 x 9, 81, 8 x 9, etc. Donc il récite sa table de multiplication et il l'écrit sur cette tablette en bois. Donc premier type de document complètement nouveau que nous avons, cette tablette de bois, elle nous vient d'il y a environ 2300 ans. Elle a été mise dans une poubelle à peu près au moment où on unifiait l'Empire chinois pour la première fois. L'archéologie nous produit un deuxième type de document. Figurez-vous que les gens, pour notre bonheur, il y a un peu plus de 2000 ans en Chine, avaient la bonne idée de partir dans l'au-delà avec tout ce qu'ils avaient utilisé ici-bas pour pouvoir continuer leur travail dans l'autre monde. Et donc les bureaucrates, ils partaient avec tout ce qu'il leur fallait pour continuer leur vie ailleurs, et en particulier avec des ouvrages. Et c'est ainsi qu'il y a maintenant presque 30 ans, on a sorti d'une tombe un ouvrage qui était écrit sur latte de bambou et qui est le premier ouvrage de mathématiques qui nous arrive directement depuis le début du IIe siècle avant notre ère. Un fonctionnaire a été enterré avec un calendrier, un règlement administratif, des textes de médecine et un texte de mathématiques, entre autres objets avec lesquels il est parti dans l'au-delà. Cette tombe a été fouillée par les archéologues entre 1983 et 1984. Le texte de mathématiques que portent ces lattes, donc à l'origine, les lattes de bambou, elles étaient reliées par des cordes. Simplement, dans la tombe, le bambou s'est conservé, mais les cordes se sont défaites. Et les archéologues se trouvent dans la situation de devoir refaire un livre à partir des lignes. Vous imaginez un livre qui aurait été coupé en lignes et les lignes qui auraient été jetées en vrac sur le sol. Et donc le travail des archéologues, c'est de reconstituer le livre en retrouvant quelle ligne suivait quelle ligne. Donc cet ouvrage, il nous renseigne
sur les mathématiques de cette personne qui est partie dans l'au-delà avec son ouvrage. C'est un fonctionnaire qui travaille dans le niveau local de la bureaucratie. C'est un fonctionnaire qui fait partie de ces gens qui précisément mesurent des champs, prélèvent des impôts, distribuent des payes à d'autres fonctionnaires, calculent les valeurs des grains, etc. Très rapidement, voici les thèmes que vous allez retrouver traités dans cet ouvrage, ainsi que dans un second ouvrage qui a été retrouvé cette fois-ci en 2007, mais très malheureusement retrouvé sur le marché des antiquités, parce qu'à partir du moment où il y a de l'archéologie, il y a des pilleurs qui commencent à fouiller les tombes, et ces pilleurs qui commencent à fouiller les tombes, ils ne vont pas faire de relevé du contexte dans lequel ils ont trouvé les objets, ils vont les vendre directement. Donc malheureusement, le deuxième ouvrage qui s'appelle Mathématiques a été vendu et racheté à Hong Kong pour être étudié, et c'est en 2011 qu'est paru le texte. Donc ces ouvrages, tous les deux, ils nous renseignent sur les mathématiques que pratiquaient les fonctionnaires qui opéraient à un niveau local de la bureaucratie. Très rapidement, vous voyez les thèmes que j'ai marqués en italique dans le texte des 9 chapitres. Partage inégal, règle de 3, et c'est surtout les algorithmes dérivés, calcul d'air, calcul de volume, etc. Donc, par ce biais, nous voyons, vous n'avez qu'à vous concentrer sur les italiques, quels sont les thèmes que nous avons dans les 9 chapitres qui touchent à la connaissance mathématique d'un bureaucrate qui devait opérer dans un bureau au niveau local. Mais nous avons un deuxième ouvrage, vous vous rappelez, le Gnomondeggio, avec lequel j'ai commencé cet exposé. Et dans cet ouvrage, nous avons des connaissances communes avec les connaissances que nous trouvons dans les 9 chapitres. Ces connaissances communes, c'est celles que j'ai laissées en caractère ordinaire, c'est les connaissances qu'on va trouver communes à l'ensemble des livres. Mais nous trouvons dans cet ouvrage des types de mathématiques qui sont plus proches de l'astronomie, en particulier le théorème de Pythagore et des questions mathématiques qui sont nécessaires au théorème de Pythagore. Et si vous regardez maintenant à nouveau ce livre des 9 chapitres, ce qui est souligné, c'est ce qui vient plutôt des mathématiques pratiquées en relation avec l'astronomie. Ce qui est en italique, c'est ce qui est plutôt lié aux mathématiques nécessaires aux bureaucrates qui travaillent à un échelon local dont je viens de parler. Et tout ce que j'ai mis en rouge, ce sont en fait des développements mathématiques qui n'ont aucun intérêt pratique. Je ne donnerai qu'un exemple, l'introduction de nombres comme racine de 17 à la suite de l'algorithme d'extraction de racines. L'algorithme vous dit, si vous avez un carré qui a une aire 17, vous pouvez chercher la longueur du côté de ce carré. On arrive au chiffre des unités, il reste quelque chose. L'algorithme finit. On ne peut pas extraire la racine et donc le résultat va être donné comme racine du nombre. On a souvent dit que ce n'est qu'en Grèce qu'on s'est intéressé au phénomène des nombres irrationnels. En fait, c'est plus compliqué que ça. On s'est intéressé à certains phénomènes liés à l'irrationalité en Grèce, à d'autres phénomènes liés à l'irrationalité en Chine. Et ce que vous voyez avec cet exemple, je ne développerai pas les autres, sauf si vous souhaitez dans la discussion, ce que vous voyez, c'est tous ces thèmes rouges qui témoignent d'un développement des mathématiques vers des sujets qui n'étaient pas nécessaires à la pratique. Donc pour conclure, vous voyez comment ces 9 chapitres adhèrent à la bureaucratie, dans la mesure où vous y avez des connaissances mathématiques
nécessaires au bureaucrate qui s'occupera des grains, de l'impôt, des payes des fonctionnaires, etc., des sujets mathématiques qui seront nécessaires aux fonctionnaires qui travailleront sur le calendrier et sur d'autres thèmes de l'astronomie, et également, dans cette synthèse que représentent les 9 chapitres des connaissances mathématiques, certains thèmes absolument inutiles à développer si les mathématiques n'étaient que pratiques, et des thèmes qui montrent des développements des mathématiques vers des horizons plus théoriques. Merci beaucoup de votre attention, et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Vous avez soit un micro devant vous, soit on peut en faire circuler un. Si vous voulez, je peux poser la première question. Très bien, il y en a une au premier. Ça fonctionne. Pourriez-vous nous parler de l'introduction du zéro, comme on l'a vu sur certains idéogrammes, s'il vous plaît? Oui, alors, c'est une question assez compliquée parce que, comme je vous l'ai dit, l'usage des baguettes jusqu'au Xe siècle, c'est l'usage d'un objet matériel pour écrire les nombres, et il ne nous est resté de cette manière de calculer que, d'une part, les baguettes, et d'autre part, ce que les livres en disent, puisque ce n'est qu'au Xe siècle qu'on va trouver dans les pages des ouvrages la représentation des nombres avec les baguettes. Ce que nous savons, c'est que dans les textes, on utilise le mot « vide » pour représenter ce que nous noterions par un zéro. Je vous en donne un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de système d'équations. Parfois, dans les systèmes d'équations, l'un des termes sera 0, l'un des coefficients sera 0, et nous trouvons dans le texte qui parle de ce système, telle position est vide. Donc il semblerait que dans un premier temps, on utilise le vide pour écrire le fait qu'il n'y a pas de chiffre. Nous avons un texte du 8e siècle, un texte chinois du 8e siècle, qui décrit la manière dont des astronomes indiens calculent. Il se trouve qu'à l'époque, il y a des astronomes indiens qui sont embauchés à la cour de Chine, et on a déjà traduit beaucoup de textes en sanskrit, puisque le bouddhisme est passé d'Inde en Chine. Il a donné lieu à beaucoup d'échanges culturels entre l'Inde et la Chine. Des astronomes indiens à l'époque, donc au 8e siècle, travaillent à la cour de Chine, et ils écrivent en chinois, où on traduit des textes de sanskrit en chinois, et nous avons un texte chinois qui décrit le système de calcul indien en disant « ils font un point pour représenter le vide ». Donc il semblerait, c'est le premier exemple clair d'un texte qui parle d'un signe particulier pour 0, il semblerait que ce signe-là vienne d'Inde, puisque la première attestation, c'est de Chinois qui décrivent le système indien. Maintenant, la Chine, c'est très grand. On a tendance à penser que si quelque chose se passe en Chine, toute la Chine est au courant tout de suite, ce qui est bien entendu complètement faux. Et rien n'empêche que quelqu'un dans le sud de la Chine ait proposé d'utiliser un signe qui soit passé je ne sais où avant d'être repris en Inde et repassé en Chine. L'histoire de la numération, c'est une histoire complexe, et on ne peut pas imaginer qu'il y a une uniformité sur tout le territoire chinois. Voilà ce que je peux dire.
Mais vous voyez en revanche qu'au XIIIe siècle, ce signe, ce petit cercle pour 0, est utilisé dans les textes qui représentent le système avec baguette dans les ouvrages. Vous avez dit en introduction que différents groupes humains avaient participé au développement des mathématiques. Quelle a été la contribution des marchands, des boutiquiers, voire même des couturiers? Alors, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est une question compliquée et importante. Malheureusement, quand on fait de l'histoire, on est limité par les documents. On ne peut faire de l'histoire que quand on a des documents. Les premiers documents qui mentionnent des connaissances mathématiques qui sont liées au milieu marchand, qui nous viennent de Chine, datent du XIIIe siècle. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas traiter des connaissances mathématiques des marchands parce que nous n'avons pas de documents. Tout à l'heure, j'ai dit les bureaucrates produisent des papiers et les conservent. C'est bien pratique quand on est un historien, mais ça implique que nous sommes terriblement limités dans l'histoire que nous faisons à écrire l'histoire, à documenter les connaissances des gens qui étaient près des cercles qui conservaient les documents. Ça, c'est une première difficulté. Alors, par exemple, si on change de lieu de la planète et si on va, par exemple, en Italie, il est sûr qu'il y avait des écoles de mathématiques pour les marchands en Italie à partir du XIIe siècle et que l'algèbre arabe a été reçue, comprise, digérée, développée dans ces milieux marchands en Italie, pour donner un exemple. Ça, c'est la première difficulté, c'est donc la difficulté des sources. Malheureusement, même quand ce sont des familles qui gardent les documents de génération en génération, les marchands chinois d'il y a 2000 ans, leurs documents, pour l'instant, sont inaccessibles. Première chose. Deuxième chose, vous avez employé le mot de contribution. Quand on parle de contribution, souvent, on pense aux connaissances mathématiques qu'on a, par exemple, on va dire, à l'école, et à l'origine de ces différents morceaux de mathématiques qu'on a à l'école. Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a des mathématiques, en fait, partout dans la société. Il y a bien entendu les mathématiques qui sont à l'école, mais il y a aussi les mathématiques qui sont sur les marchés. Il y a des gens qui ont développé des modes de calcul tout à fait intéressants dans les marchés de par le monde. Il y a les mathématiques des couturiers qui font de la géométrie avec des procédures qui restent à décrire. Ce sont des formes de mathématiques qui ont beaucoup moins intéressé les historiens. Alors, il y a le problème des sources, mais il n'y a pas seulement que le problème des sources. Il y a qu'on fait souvent l'histoire des mathématiques du monde académique. Et si on regardait l'histoire des pratiques mathématiques des milieux de couturiers, on aurait toute une autre histoire qui serait tout aussi intéressante. Elle n'est pas écrite, elle reste à écrire. Et ça vaut pour beaucoup de sphères de l'activité humaine. Question ? J'ai cru entendre... Ah, c'était une demande.
Est-ce que là-haut, ce sont des jeunes gens qui font partie de ceux qui apprennent le chinois? Non? Si? Alors, est-ce que vous avez reconnu certains caractères? Oui ou non? Il y en a qui étaient faciles parmi les caractères que j'ai projetés. Mais est-ce que vous connaissiez, par exemple, ce système d'écriture des nombres? Est-ce que vous l'aviez vu? En fait, ce système d'écriture des nombres, c'est donc en fait l'ancêtre du boulier, parce que le boulier ne s'est vraiment imposé en Chine qu'au XVe siècle, et c'était avec des baguettes qu'on calculait plutôt que le boulier avant le XVe siècle. Donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu, mais que vous avez peut-être plutôt vu des bouliers. Alors j'ai une question. Oui. Vous disiez qu'il y a 2000 ans, le système numérique... Vous êtes où là? Ici. Ah, pardon. Le système numérique était un système décimal. Or, aujourd'hui, 2000 ans après, le système universel est également un système décimal. Y a-t-il une relation ou est-ce un hasard total qu'effectivement on soit tous tombés sur un système décimal? Est-ce une loi universelle des mathématiques qui amène ça? Ou comment on diffuse finalement les connaissances mathématiques d'un endroit à un autre Bon, alors, l'histoire standard du système décimal, c'est que en Europe, on a hérité ce système décimal du monde arabe. C'est parfaitement exact. Il y a des ouvrages, en particulier l'ouvrage d'Al-Khwarizmi qui a été traduit, l'ouvrage d'arithmétique d'Al-Khwarizmi qui a été traduit au XIIe siècle d'arabe en latin. Cet ouvrage d'Al-Khwarizmi s'appelait « Les principes du calcul indien ». Et en fait, on sait que des ambassades du monde arabe au 8e siècle ont été chercher en Inde des ouvrages mathématiques, les ont traduits. Parmi ces ouvrages, il y avait des ouvrages sur le calcul indien, qui est en fait le calcul décimal. Et souvent, on parle d'une arithmétique arabe ou d'une arithmétique indo-arabe. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce n'est pas parce que le monde arabe a appris l'arithmétique décimale de l'Inde que l'arithmétique décimale a été élaborée en Inde. Il faut distinguer l'histoire de l'apprentissage de l'histoire de la création. Le premier texte indien qui décrit le système décimal, on le date de façon usuelle de 499. On a peu écrit en Inde. En Inde, on préférait pratiquer oralement les savoirs. Donc en fait, on se passait les savoirs de génération en génération oralement. On apprenait les textes par cœur et on pratiquait le savoir oralement. Donc le fait que le texte le plus ancien que nous ayons conservé, qui parle du système décimal, date de 499, c'est également le traité de mathématiques le plus ancien que nous ayons d'Inde. Ça n'est pas très significatif. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le premier texte indien que nous ayons décrit un système décimal et que les 9 chapitres dont je viens de parler s'appuient sur un système décimal. Le bouddhisme se diffuse d'Inde en Chine à partir du 1er siècle. Avec le bouddhisme, il va y avoir des moines qui vont aller d'Inde en Chine, il y a un flux extrêmement important. Il va y avoir des pèlerins chinois qui vont aller en Inde. Il va y avoir des institutions de traduction du sanskrit en chinois qui vont être mises sur pied. Et donc, il y a une influence massive de ce qui vient de l'Inde sur la Chine et également des Chinois qui vont aller visiter des monastères en Inde et grâce auxquels d'ailleurs nous connaissons un certain nombre de choses indiennes pour lesquelles il n'y a aucun document indien qui ont survécu. Si on regarde maintenant
cette situation du point de vue des textes mathématiques. En fait, dans les textes mathématiques, les plus anciens ont en commun le système décimal, ont en commun le concept de fraction numérateur-dénominateur, ont en commun une manière d'appréhender le théorème de Pythagore, ont beaucoup de choses en commun. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu suffisamment d'échanges entre l'Inde et la Chine pour que ces échanges restent très perceptibles dans les textes de mathématiques. Peut-être ne saurons-nous jamais si le système décimal a été élaboré en Inde ou en Chine. Peut-être parviendrons-nous à le savoir, peut-être la réponse est dans un document que nous avons mal lu ou que nous n'avons pas lu, peut-être la réponse sera dans un document qui sera découvert à l'avenir. Pour l'instant, la seule chose que je peux dire et qui restera vraie, quels que soient les documents qu'on trouvera, c'est que les premiers documents que nous connaissons d'Inde et de Chine ont vraiment beaucoup de choses en commun. Et que donc il est extrêmement difficile de dire si ces choses ont été élaborées en Inde, reprises en Chine, élaborées en Chine, reprises en Inde. Donc à l'histoire usuelle du système décimal, je rajoute un gros point d'interrogation sur les débuts. Pourquoi plutôt 10 que 12 ? Aucune idée. Aucune idée. Vous savez qu'à Babylone, et ça aussi c'est une histoire extrêmement intéressante. Donc à Babylone, on a, depuis le début du 2e millénaire avant notre ère, un autre système positionnel qui est un système ségésa-gésimal. C'est celui que nous avons encore avec le temps, puisque nous comptons le temps. 60 minutes font 1 heure, 60 secondes font 1 minute, etc. Donc nous avons encore un héritage du système positionnel de Babylone. Est-ce que, et des historiens ont bien entendu poser cette question, le système décimal qu'on trouve en Inde ou en Chine vient du système babylonien en ayant été... la base ayant été changée de 60 en 10. Je ne le pense pas du tout parce que derrière une façade qui semble laisser croire que c'est en fait la même idée de position, que si je mets 39 à côté de 43, je veux dire que le chiffre de gauche 39 est à mettre à multiplier par 60 et que le 43 est le chiffre des unités, entre guillemets. En fait, si on observe la manière dont on calculait avec cette manière d'écrire à Babylone, on découvre que la manière de calculer avec les nombres n'exploite pas du tout la position, mais qu'elle exploite plutôt des questions de divisibilité, puisqu'une base 60, c'est une base qui a beaucoup de diviseurs, et donc on peut exploiter ce qui divise le nombre pour calculer avec. Donc en fait, ce sont des propriétés complètement différentes de la représentation des nombres qui sont exploitées dans les deux systèmes. Et donc malgré une apparence similaire, ces deux systèmes sont très profondément différents. Et on n'a aucun système qui ressemble à ça en Chine. Aucun système qui s'appuierait sur des propriétés de divisibilité pour calculer. Vous avez évoqué pas mal de calculs de sphères, de calottes sphériques, etc. Qu'en est-il de la connaissance de Pi et éventuellement de son calcul dans cette Chine ancienne ? Alors, merci beaucoup pour la question qui va nous ramener aux fonctionnaires très très rapidement, vous allez voir. D'abord, je voulais faire remarquer l'aire du cercle est calculée dans les 9 chapitres.
En fait, dans le livre qui s'appelle Mathématiques, qui date du IIIe siècle avant notre ère, qui a été acheté sur le marché des antiquités, on trouve exactement les mêmes algorithmes pour calculer l'aire du cercle. Donc en fait, l'aire du cercle, on a des algorithmes pour l'établir depuis le IIIe siècle avant notre ère en Chine, exactement les mêmes algorithmes. Ce que je n'ai pas pu écrire dans cet ouvrage, puisque le manuscrit a été découvert en 2007 et que l'ouvrage est paru en 2004. Donc c'est peut-être la première fois en France qu'on parle de cette question publiquement. Donc depuis le IIIe siècle avant notre ère, on sait calculer l'aire du cercle. Et l'aire du cercle, c'est un cas très particulier. Vous avez tous appris que la circonférence d'un cercle de rayon R, c'est 2 πr, d'accord? Et vous avez tous appris que l'aire du cercle, c'est pi R2, pi R au carré. Autrement dit, si je multiplie la moitié de la circonférence par le rayon, j'ai l'aire du cercle. Si je multiplie la moitié de la circonférence par le rayon, j'ai l'aire du cercle. C'est l'algorithme que vous avez dans les 9 chapitres et dans cet ouvrage qui s'appelle Mathématiques et qui a été acheté sur le marché des antiquités, qui date donc du IIIe siècle avant notre ère. Mais on ne peut pas avoir en même temps la circonférence et le rayon. Il y en a un des deux qui doit être approché si on veut avoir. Or, en fait, dans cet ouvrage, comme dans les 9 chapitres, on va trouver d'autres algorithmes qui seront du type, je prends pi égale 3 et je prends le rayon carré, je multiplie par 3. Donc on va trouver des algorithmes qui sont complètement approchés et des algorithmes qui sont en fait exacts, même si on ne peut pas les appliquer à des valeurs numériques, ou alors il faut les appliquer à des valeurs numériques approchées. Quand le commentateur du IIIe siècle, Liu Hui, démontre qu'en multipliant la moitié de la circonférence par le rayon, on trouve l'aire du cercle, il démontre cet algorithme. Et ensuite, il dit, mais cet algorithme est vrai pour les valeurs réelles. Mais je ne peux pas l'appliquer à des valeurs pour lesquelles le lien entre la circonférence et le rayon serait déduite de la valeur de pi égale 3. Donc en fait, il démontre l'algorithme exact en montrant que cet algorithme est exact, mais ne donnera jamais de résultat exact s'il est appliqué à des valeurs. Et il développe un autre algorithme qui permet de calculer ce qui pour nous est une approximation de pi. Il va établir 3,14 et ce sera en fait un sujet constant chez les praticiens de mathématiques en Chine ancienne de calculer des valeurs plus précises pour pi. Pourquoi est-ce que j'ai dit que ça nous ramenait au milieu de la bureaucratie? Pour mesurer les grains, un dirigeant du début de notre ère, je passe sur les détails, un dirigeant du début de notre ère établit une mesure de capacité qui sera une mesure cylindrique. Et en fait, il y a une inscription sur cet étalon standard qu'il fait pour les mesures de capacité. Et les mesures de capacité, ce sont des éléments essentiels de la gestion des grains. Donc déterminer avec précision le volume de la mesure de capacité est quelque chose d'absolument essentiel. Et en fait, déterminer cette mesure, ça implique une valeur pour pi. Sur l'inscription, il va y avoir des valeurs, sur l'inscription qui est de ce vase étalon pour mesurer en particulier les grains,
qui a été fait en bronze au début de notre ère. Sur ce bronze, donc dans l'inscription, il y a une relation entre les dimensions de ce cylindre et le volume et la mesure de capacité. Donc, en fait, il y a une valeur de pi qui est utilisée, et tous les mathématiciens qui vont travailler à améliorer la valeur de pi vont utiliser ces meilleures valeurs de pi pour reprendre l'analyse des vases étalons sous forme cylindrique et l'analyse de leur volume. Donc, il y a un lien très, très fort entre cet élément essentiel pour la bureaucratie qui est la mesure des grains et la précision sur la valeur de pi. Alors, y a-t-il d'autres questions? Aucun collégien n'a une question à poser? Non, mais d'habitude, c'est pas quand on a compris ou pas compris, c'est quand on veut en savoir plus. Oh, c'est peut-être beaucoup dire, cela. Est-ce qu'on vous avait prévenu qu'il y avait un examen sur la conférence demain? On vous l'a pas dit? Mais c'est moi en personne qui viens vous faire passer l'examen demain. C'est quoi un algorithme? C'est quoi un algorithme? Oui. Excellente question. Alors, mea culpa, merci de m'avoir posé cette question parce que j'ai tout à fait honte. Je n'ai pas suivi l'évolution des programmes et j'étais persuadée qu'on vous avait appris ce que c'était que les algorithmes. Alors, excusez-moi. Alors, je vous dis tout de suite ce que c'est un algorithme. On va revenir à l'addition des fractions. Vous avez appris à additionner des fractions. Alors, comment vous faites? Comment vous faites? J'ai pas entendu. Comment on le calcule, le même dénominateur? Bon, on a plusieurs manières de calculer le même dénominateur. Supposons qu'on ait deux fractions. On va prendre les deux premières fractions qui sont là. On a 1/2 et 2/3. On va prendre ces deux fractions simplement. Pour aller très vite, on a 1/2 et 2/3. Pour calculer la somme, on multiplie les dénominateurs entre eux, donc 2 et 3, c'est les dénominateurs. Ensuite, on va multiplier le premier numérateur, c'est 1, par le numérateur de la deuxième fraction, c'est 3. On va multiplier le numérateur de la deuxième fraction, c'est 2, par le dénominateur de la première fraction, c'est 2. Donc on a 2 fois 2, on a 3 fois 1, on ajoute, ça fait 7, et on va diviser par 3 fois 2, c'est 6. On obtient la somme. Ce que je viens de faire là, c'est de dire, je prends le dénominateur et l'autre dénominateur, je les multiplie. Je prends le numérateur et le dénominateur de l'autre fraction, je les multiplie. Je prends le numérateur de la seconde fraction, le dénominateur de la première, je les multiplie. J'additionne ces résultats. C'est des suites d'opérations au terme desquelles j'obtiens un nombre qui est, dans ce cas-là, 7/6. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, je fais toujours des erreurs de calcul. 5/6, voilà. Je vous avais dit que je fais toujours des erreurs de calcul, mais c'est 2/3 que j'ai ajouté. Vous avez vraiment tenu compte des 2/3 1/2 plus 2/3 égale 5/6. Ça va être 7/6. Exceptionnellement, je ne me suis pas trompée. J'ai du bol. Bon, enfin bref, l'algorithme, c'est la suite d'opérations qui utilisent les numérateurs, les dénominateurs, et qui construit ce résultat qui est 7/6. Et de façon générale, dans les mathématiques, on a une manière d'exprimer les mathématiques sous la forme de listes d'opérations. C'est ce qu'on appelle des algorithmes. Quand vous avez appris à additionner, à multiplier, vous avez appris une suite d'étapes pour réaliser les opérations.
vous avez appris un algorithme. Voilà. Toutes ces opérations, de façon générale, toutes les opérations, elles s'exécutent par des algorithmes. Donc on vous donne une liste de petites opérations qui découpent la grosse opération en petits pas pour vous amener au résultat. Et en général, les ordinateurs fonctionnent avec des textes comme ça, avec des algorithmes. On leur donne des instructions et ils suivent ces instructions pour réaliser des calculs. J'étais persuadée qu'au jour d'aujourd'hui, on faisait très tôt des algorithmes, mais je découvre que mes... D'accord. Excusez-moi. En fait, merci d'avoir posé la question. Ils en font très tôt sans s'en rendre compte et sans connaître le nom. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, le mot d'algorithme, en fait, c'est un mot qui vient de l'arabe, justement d'Al-Khwarizmi dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, précisément Al-Khwarizmi, ce qu'il écrit dans son livre d'arithmétique, ce sont les algorithmes pour multiplier, pour diviser, etc. D'où le fait qu'on ait utilisé, l'un des faits pour lesquels on a utilisé son nom pour désigner cette chose. Bonsoir. Vous n'avez pas parlé d'éléments de trigonométrie qui auraient pu être inventés par les Chinois, ou alors des proportions pour l'architecture, un peu l'équivalent du nombre d'or, par exemple. Alors, la trigonométrie, on n'a pas trouvé de texte dans lesquels on trouve le concept d'angle en Chine. Ce par quoi on va aborder les connaissances qui, pour nous, relèvent de la trigonométrie, c'est plutôt par le triangle rectangle et par les relations entre les côtés du triangle rectangle. Mais il n'y a absolument pas l'idée qu'il y a un angle et une fonction de l'angle. C'est en fait d'Inde que viendra la première table trigonométrique, une table de sinus, qui va être traduite d'un texte indien dans un texte chinois au 8e siècle. Voilà. Pour le nombre d'or, il ne fait absolument pas l'objet de développement dans des textes que nous avons gardés. Peut-être qu'il y a eu d'autres textes. Et quant à savoir s'il est employé dans l'architecture, je n'en ai pas la moindre idée. Je m'excuse. C'est un des trous de ma culture. S'il n'y a pas, allez-y. Oui. Bonjour madame, j'ai une question. C'est pour quelle raison vous commencez à apprendre les mathématiques chinoises? Et aussi, vous lisez les documents en chinois ou en français? Non, je suis obligée de lire les documents en chinois parce que on ne peut pas s'appuyer sur une traduction si on veut vraiment comprendre la manière de faire des mathématiques. On ne peut pas s'appuyer sur une traduction. On est obligé, pour faire de la recherche, de remonter au texte chinois. La raison pour laquelle je me suis intéressée aux mathématiques en Chine, vous savez, dans la vie, beaucoup de gens le savent dans cette salle, on fait ce qu'on fait par hasard. Donc un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Je faisais à l'époque des mathématiques et j'avais commencé une thèse de mathématiques et j'ai reçu un coup de téléphone me disant « Peut-être, madame, vous pourriez vous présenter pour obtenir une bourse pour aller passer un an de vacances quelque part, puisqu'il y a des bourses qui sont offertes aux étudiants comme vous. Mais pour ça, il faudrait que vous fassiez un projet. »
C'était une bourse de la Fondation Saint-Ger-Polignac, qui est une bourse qu'on appelait de voyage lointain. Donc, il fallait aller loin avec un projet. Si on ne m'avait pas téléphoné, j'aurais sans doute jamais demandé cette bourse. Mais comme on m'a téléphoné, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Et à l'époque, je m'intéressais au rapport. Je disais à l'époque quelque chose. Enfin, à l'époque, c'était assez flou. Depuis, j'ai beaucoup changé d'avis sur la question. Je disais ça en parlant des rapports entre mathématiques et culture. Je me suis dit tiens. Mathématiques et culture, c'est un sujet intéressant. Peut-être que je pourrais faire un projet là-dessus. Et pour ça, je pourrais aller en Chine. Et voilà. Quelques 30 ans plus tard, ma vie est complètement partie dans cette direction-là. Voilà. À l'époque, la Chine n'avait strictement rien à voir avec la Chine que vous avez connue. Peut-être certains d'entre nous ont connu cette Chine qui était bien différente. Y a-t-il d'autres questions? Alors dans ce cas, on va déjà vous remercier. En tous les cas, on a vu que les mathématiques pouvaient être utiles et surtout, on a aussi vu qu'on pouvait les développer pour le plaisir des mathématiques. C'est un beau projet, ça aussi. Notre année des entretiens d'ici s'achèvera avec ce dernier entretien en cette fin de mois de mai. Nous vous retrouverons au mois de septembre, octobre, voire novembre. Nous avons déjà quelques projets avec quelques noms. Nous verrons probablement Jean-Christophe Ruffin, puis André Caspi qui nous parlera des élections américaines, et probablement Claude Agege. Déjà 3 noms pour l'année 2012-2013, et puis on aura d'autres noms à vous proposer en fin d'année. Donc merci à vous et nous nous retrouvons en Salon Élysée. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup. Ne vous inquiétez pas pour les gens en rouge. Absolument l'habitude.